besoin que le monde de l'entreprise ressemble à ce qu'est la société française aujourd'hui. Et on a besoin aussi de donner accès à des postes à responsabilité à plein de jeunes issus de la diversité ou à plein de personnes qui font partie minorité. Le monde des ressources humaines, c'est un monde qui évolue quand même assez rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un DRH seul, il peut rien faire. Et au bout d'un moment, en fait, je pense que ce qui permet vraiment d'avancer, c'est de se dire qu'on est juste dans un cycle d'apprentissage. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Bonjour Arnaud. Bonjour Dina. Aujourd'hui, on fait un épisode un petit peu spécial. Merci d'être avec nous, merci de m'accueillir dans ton podcast. C'est toi qui m'accueilles aujourd'hui. Du coup, exactement. Aujourd'hui, on va retourner un petit peu les rôles, on va te questionner, on va essayer d'apprendre à te connaître, de suivre aussi ton aventure entrepreneuriale et savoir comment est-ce que tu en arrives aujourd'hui ici, après une pandémie. Et puis aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu aussi d'Idoco. Je vais essayer, c'est un vaste sujet. Écoute, je suis très heureuse en tout cas. Et puis, on va peut-être démarrer sur quelques petites questions. Ça marche, écoute, je t'écoute. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là, dans le conseil. Si je comprends bien, on est dans le conseil RH. C'est ça. Alors, je suis arrivé un peu par hasard dans le conseil en ressources humaines. Quand j'étais étudiant, moi je faisais partie des étudiants qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc, comme beaucoup d'étudiants qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnelle, je suis rentré dans le conseil en me disant le conseil c'est bien, ça permet de toucher un peu à tout. Et puis très vite, en fait, dans le conseil, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était la matière humaine, au sens large du terme. Je connaissais pas le monde des RH, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de creuser un peu le sujet du conseil dans les ressources humaines. Et donc, je suis rentré dans un cabinet de conseil en ressources humaines. Le conseil en ressources humaines, c'est un métier qui est peu connu, en fait. C'est un métier qui est extrêmement divers. Et ça consiste à aider des DRH dans la gestion des salariés. Et il y a plein de choses à faire de plein de manières différentes. Donc je pense que le conseil en ressources humaines, c'est à la fois s'assurer que les gens sont dans un cadre professionnel qui est sain, donc c'est protéger les gens du stress, des risques psychosociaux, des situations de harcèlement, donc c'est protéger les gens de la souffrance au travail, ce qui est un premier volet. C'est aussi s'assurer que les gens peuvent être engagés au travail, donc ça consiste à travailler sur la rémunération, les trajectoires professionnelles, mettre en place des politiques RH pour faire en sorte que les gens puissent grandir dans leur job, se sentir bien, s'épanouir, rester dans leur entreprise. Donc c'est plein de sujets en fait qui sont en réalité assez passionnants. Et donc le conseil en ressources humaines, c'est un métier où on est à mi-chemin entre la psychologie du travail, le droit, des processus RH, des dimensions financières aussi, un système de rémunération, ça ne s'invente pas. Donc c'est un métier qui est extrêmement varié et on est sollicité sur des missions par des DRH qui vont nous demander un appui un moment pour faire face à un problème ou bien travailler sur l'engagement, le développement des compétences et puis aussi des mouvements de transformation. Toutes les entreprises aujourd'hui font face à des moments de transformation. Ce qu'on appelle une transformation, à un moment, concrètement, les salariés doivent dans une entreprise changer de job ou pratiquer leur métier différemment ou adopter des nouvelles manières de travailler. Et tout ça, c'est un champ sur lequel on peut intervenir. Ok, donc du coup, si je comprends bien, tu as d'abord été dans un cabinet de conseil RH. C'est ça. Pendant combien de temps est-ce que tu as fait ça ? J'ai passé 15 ans dans dans 2 cabinets de conseil, en me spécialisant à la fois sur des situations sociales dites un peu sensibles, donc toutes les questions, on va dire, de souffrance au travail, de harcèlement, de discrimination. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé sur la formation des managers. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un DRH seul, il peut rien faire. Dans une entreprise, un DRH, il a une équipe de responsables de ressources humaines qui bossent énormément. Les gens qui appliquent les politiques RH, c'est les managers. Donc par exemple, quand on parle de recrutement, une politique de recrutement, elle peut être définie par les directeurs des ressources humaines, mais c'est les managers qui font les entretiens de recrutement. Donc que ce soit les entretiens de recrutement, que ce soit les processus d'évaluation, que ce soit aussi la capacité à gérer les situations de tension au travail, c'est les managers qui sont en première ligne. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur des dispositifs de formation, de coaching, d'accompagnement des managers pour faire en sorte que les managers puissent incarner, porter les politiques RH et les politiques sociales de leur entreprise. Et donc après 15 ans d'expérience dans ce domaine, tu t'es dit que tu allais te lancer en tant qu'entrepreneur, tu as créé une entreprise, c'est ça ? En fait, je ne me suis pas du tout dit que j'allais me lancer comme entrepreneur, mais vraiment pas, parce que l'entrepreneuriat... alors, je pense qu'il y a des gens qui veulent être entrepreneurs depuis le début. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça n'a pas été mon cas. Vraiment, moi, j'ai jamais voulu être particulièrement entrepreneur. J'ai fait un break après un passage dans un cabinet de conseil. J'avais beaucoup travaillé et je m'étais dit, je vais faire un break, je vais prendre un peu du temps pour moi, je vais voyager. Donc j'ai fait un petit break professionnel. J'ai commencé à rechercher du travail et en cherchant du travail, j'ai des clients qui m'ont appelé pour travailler avec moi. Donc je me suis dit, si des clients m'appellent, je vais déjà faire une mission. Et en me disant, je vais faire une mission, très vite, je me suis dit, je ne vais pas le faire seul. Donc il faut que je trouve un associé, des associés. Donc je monte une société de conseil. Et en fait,
l'aventure d'Idoco, l'aventure entrepreneuriale, elle est vraiment venue petit à petit. C'est-à-dire que, comme je suis quelqu'un aussi d'un peu exigeant, au début, je me suis dit, on crée une société, et puis quand on crée une société, il faut une marque, et du coup, il faut un site internet, et du coup, il faut une offre, et ensuite, il faut des salariés, il faut un comptable, et après, c'était parti. Et puis voilà, avec mon associé, on a commencé à essayer de construire un cabinet, une boutique, j'allais dire, de conseil en ressources humaines, de conseil en management, et puis qu'on a développé petit à petit en essayant de s'adapter aussi au marché. Donc on est à peu près en 2019 quand ça a commencé. On est en 2019, alors on a commencé un an avant le Covid. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais oui, on a démarré à peu près une année avant le Covid, et au début de manière hyper artisanale. Donc voilà, à contacter d'anciens clients, à contacter des gens qu'on connaissait, à essayer de communiquer un peu, de récupérer quelques contrats, et on a démarré Idoco, et puis en essayant de rassembler des gens, et puis après on est drivé par nos clients, c'est-à-dire qu'on prend un contrat, puis 2 contrats, puis 3 contrats, du coup il faut des salariés, il faut des partenaires, et ça s'est développé petit à petit. Et du coup, Idoco, on est en 2019, tu viens de le dire, pandémie mondiale qui éclate aux environs de février-mars 2020. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Très mal. Non, pas très mal, mais c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, comme beaucoup d'entreprises, on était une jeune entreprise et puis on n'avait aucune expérience de la gestion d'entreprise. On démarrait tout juste et du jour au lendemain, tous les contrats sont arrêtés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les clients étaient injoignables. Nous, on fait beaucoup de formations. Donc la formation, c'est en présentiel. Et on est dans un métier où si on ne voit pas les clients, c'est compliqué. Au début de la pandémie, tous les systèmes de visioconférence n'étaient pas encore extrêmement développés. Donc on a dû mettre un peu notre activité en stand-by pendant les premiers mois de la pandémie. Et puis en fait, très vite, en lien avec le Covid, il y a eu plein de sujets humains à gérer. Et donc on est arrivé à accompagner nos clients sur des questions, on va dire, de gestion des risques, notamment en termes de santé mentale pour leurs salariés, d'accompagnement des managers. Donc au démarrage, pendant la pandémie, c'était pas très structuré, mais on a vraiment essayé plutôt de donner des coups de main aux clients qu'on connaissait bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on crée des relations de confiance avec les clients, c'est quand ils voient que dans des situations difficiles, eux savent pas comment s'y prendre, nous on sait pas vraiment comment les aider non plus, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut pour amener des solutions en collaborant avec nos clients. Donc petit à petit, on s'en est sorti, et ensuite après le Covid, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que je pense qu'on a créé des relations de confiance pendant les confinements avec nos clients en essayant de les aider de manière complètement imparfaite. Et du coup, après, au moment des déconfinements, tout ça, c'est des clients qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidés après à nous développer. Mais c'est vrai que le confinement, ça a été un moment, en tant que jeune entrepreneur, ça a été un moment compliqué. Ouais. Et du coup, si on parle un petit peu d'offres, de ce que vous proposiez, de domaine d'expertise, en 2020, on est plutôt sur des situations sensibles, ou est-ce que tu essayais d'envisager d'avoir d'autres horizons ? Alors, dans le domaine des ressources humaines, on suit aussi un peu l'actualité des entreprises, l'actualité aussi sociologique, sociale des entreprises. Le monde des ressources humaines, c'est un monde qui évolue quand même assez rapidement. Donc on a travaillé sur le télétravail, donc aider les entreprises à trouver des bons mix sur le télétravail. Et puis on a fait face à partir de 2020 à beaucoup d'allégations de personnes sur des questions de harcèlement sexuel notamment, de harcèlement moral. Il y a eu des vagues MeToo dans les entreprises. Et donc on a été très sollicité sur des questions de souffrance au travail, sur des situations individuelles, donc de personnes qui mais qui sont soit discriminées, soit soumises à des situations de violences sexistes, de violences sexuelles, de harcèlement moral. Et ce sujet a pris beaucoup d'ampleur dans les années 2020, 2021, 2022. Et c'est un sujet qu'on connaissait déjà avant, que moi j'avais un peu travaillé. On a été mandaté par des entreprises sur des dossiers assez complexes, et on a développé une expertise avec nos partenaires autour de ça. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup développé à un moment d'Idoco sur la gestion de ces situations-là. Et puis le Covid a amené aussi beaucoup de situations de souffrance. Il y a la question de la santé mentale, elle est quand même importante. Donc la question des DRH, la question des entreprises, c'est comment faire en sorte d'accompagner nos salariés pour qu'ils soient bien dans leur boîte, pour qu'ils soient bien dans leur job, en les protégeant de situations de tension dans le quotidien. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de révélation à ce niveau-là ? Est-ce que Idoco s'est vraiment affirmé sur ces sujets-là ? Révélation, je ne sais pas, mais je pense que quand on fait notre métier, on a un élément de satisfaction qui est quand même important, c'est qu'on aide des gens sur des vrais sujets qui sont des sujets concrets. Donc c'est vrai que quand on voit une personne qui a été harcelée réellement et qu'on arrive à monter une enquête ou mettre en place un dispositif pour aider cette personne à sortir de cette situation, ou qu'on arrive à prévenir des situations de tension et des situations de crise, c'est une situation qui est
très satisfaisante parce qu'on se dit en tant qu'entrepreneur, ok, on fait quelque chose qui a du sens, qui a vraiment du sens, parce que in fine, tout ce qu'on construit, ça aide en réalité des gens et derrière des entreprises. Donc oui, c'est un sujet qui est très intéressant. Et il y a beaucoup de DRH qui sont très engagés sur ces questions-là. C'est pas simple du tout en fait dans une entreprise de prévenir les situations de tension sociale. C'est pas simple de prévenir les situations de harcèlement moral. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font face à des situations économiques qui sont parfois compliquées, où il y a beaucoup de pression, et donc des managers qui sont sous pression, qui sont sous stress, peuvent sans forcément le vouloir se retrouver à être un peu harcelants avec leurs équipes. Et donc c'est pour ça que mettre en place des dispositifs pour accompagner ces managers, pour accompagner les salariés, c'est quelque chose d'hyper important. Et je pense que là-dessus, oui, on a été identifié comme un acteur assez reconnu, j'espère. En tout cas, on a fait des choses qui ont marché. On parlait un petit peu de management, là, à l'instant. Tu nous parlais d'accompagner les managers. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ta position de manager au sein d'Idoco ? Alors, c'est compliqué parce que, comment dire, je me sens pas du tout être un manager idéal. Vraiment pas. Vraiment pas. Non, je pense que chez Idoco ou dans nos métiers, moi, je travaille avec des experts. Je travaille avec des gens qui sont super bons dans leur domaine, et je travaille avec plein de gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines. Donc je pense qu'en tant que manager, moi mon enjeu c'est plutôt de faire en sorte que les gens autour de moi aient le maximum d'espace d'expression et qu'ils puissent se sentir voilà, au maximum de leur potentiel, et qu'ils puissent s'exprimer dans leur métier, qu'ils puissent se sentir accompagnés, qu'ils puissent se sentir soutenus. Après le management, quand on est chef d'entreprise, c'est compliqué parce que moi j'ai vraiment vu une différence entre manager une équipe quand j'étais dans une entreprise et manager une équipe en tant que chef d'entreprise. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, il y a une pression qu'on a sur les épaules qui est hyper importante, qui est une pression financière, aussi qui est la pression des clients, donc on a un niveau de responsabilité qui est important. Ouais, je pense que moi, mon sujet en tant que manager, en étant chef d'entreprise, ça a été de faire en sorte d'essayer de pas trop diffuser mon stress et ma pression à mes équipes, ce qui n'est pas simple. Je pense qu'on est entrepreneur, on est forcément hyper exigeant avec soi-même. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs, de gens qui ont monté des startups, dont certaines sont hyper successful, ont super bien marché. Et tous les entrepreneurs sont des gens exigeants. Quand on est entrepreneur, quand on est à la tête d'une boîte, on doit être extrêmement exigeant vers soi-même. Et à un moment, il faut accepter que le niveau d'exigence qu'on se met à soi-même, on n'est pas obligé de le mettre aux autres, parce que les autres ne sont pas patrons de boîte et qu'ils ne sont pas obligés d'être face à la même pression. Donc moi, mon apprentissage en management ces dernières années, c'est de me dire, ok, il faut aussi que je fasse le filtre entre la pression que je peux avoir moi à mon niveau, en tant que chef d'entreprise, et essayer de préserver au maximum mes salariés ça, pour qu'ils puissent être au maximum de leur potentiel, surtout qu'on est dans des situations dans notre métier où on fait face à des situations qui sont stressantes. On a des décisions à prendre, on fait acte de conseil, par exemple, on intervient souvent pour mettre en place des dispositifs d'écoute. Donc on va parfois dans des entreprises qui sont en restructuration pour écouter des salariés qui font face à des situations complexes, qui potentiellement peuvent perdre leur job ou changer de métier, et qu'il faut arriver à accompagner dans ces entreprises qui vont pas très bien. Donc il y a une charge émotionnelle dans nos métiers qui est forte. Donc en tant que manager dans un cabinet de conseil en ressources humaines, l'enjeu c'est aussi de faire en sorte que les consultants et les intervenants ou les coachs puissent se sentir aussi soutenus parce qu'eux-mêmes font face à pas mal de pression. Donc ouais, là, ça c'est pas simple. Ouais. Et puis tu as aussi connu des situations où l'équipe a évolué, tu as eu peu de salariés, puis une équipe un peu plus grande. Comment est-ce que ça s'est passé, ces transitions ? En fait, quand on est en réalité, quand on est entrepreneur, on n'a pas toujours beaucoup le temps d'anticiper les choses. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouve avec une équipe qui a grossi sans forcément avoir anticipé ce que ça demandait en termes de gestion des équipes. Donc on est beaucoup dans l'adaptation. C'est pour ça en fait que ce qui est assez fascinant dans l'entrepreneuriat, c'est que, en tout cas quand on crée une entreprise, les compétences dont on a besoin au moment de la création, dans les premiers mois, versus les compétences dont on a besoin 1 an après ou 3 ans après, sont complètement différentes. Et entre un moment où on a 2 ou 3 clients versus un moment où on a en parallèle 15 clients, entre un moment où on est 3 versus un moment où on est 10 et on a une quinzaine de partenaires, c'est des compétences complètement différentes. Donc en fait, c'est en permanence se remettre en question, essayer d'apprendre, essayer de faire au mieux. Ouais, ça c'est intéressant. Mais du coup, il faut se remettre un peu en question. Il faut se remettre en question et faire preuve d'adaptation, essayer d'être un petit peu flexible aussi finalement avec ses équipes. Ouais, il faut essayer. Après, franchement, je suis absolument pas un modèle. Vraiment, je suis pas un modèle. J'essaye de faire du mieux que je peux en tant qu'entrepreneur pour arriver à driver ma société. Voilà, pour arriver à gérer moi la pression que j'ai. Et puis on est aussi dans un métier où on est au service des clients. Donc en fait, on est tout le temps tourné vers nos clients. Donc il faut aussi trouver le bon équilibre. Et ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, entre être à la fois
tourné vers ses clients, mais aussi tourné vers son équipe. Et donc, en fait, je pense que le management, c'est vraiment une question d'équilibre. Il y a l'équilibre entre l'exigence et la bienveillance. En tant que manager, en tant que patron d'entreprise, on doit être exigeant avec son équipe et en même temps, il faut être bienveillant. On doit être à la fois tourné vers ses clients et tourné vers son équipe. Donc, tout est une question de point d'équilibre. On doit gérer le très court terme et gérer le long terme. Ouais, donc c'est ça, et c'est passionnant. En réalité, c'est super intéressant, mais c'est complètement imparfait. C'est-à-dire que quand je refais le film un peu d'Idoko, je me dis, il y a plein de situations. Si je devais les revivre aujourd'hui, je les gérerais complètement différemment. Voilà, mais après, c'est la vie, il faut l'accepter. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on fait plein d'erreurs. On se rend compte au bout d'un moment que ce n'est pas des erreurs. Ou en tout cas, il ne faut pas mettre le mot erreur dessus. Et au bout d'un moment, en fait, je pense que ce qui permet vraiment d'avancer, c'est de se dire qu'on est juste dans un cycle d'apprentissage. Et que tant mieux si on a appris un truc et que si la difficulté qu'on a vécue, on l'appréhende différemment. Parce que ça veut dire que l'entreprise grandit. Voilà, puis c'est une aventure humaine. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser parce que je pense que vraiment l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine et il est important de s'en rendre compte et de se dire qu'effectivement, on n'est pas parfait. Et puis, on a le droit, nous aussi, de commettre des erreurs et d'avancer. Ouais, c'est central. C'est central. Je suis complètement d'accord avec ça. Justement, tu nous parlais de potentiellement connaître des moments difficiles. Est-ce que tu as eu un moment difficile au sein de ton aventure entrepreneuriale chez Idoko et comment est-ce que tu as pu y faire face durant ces 5 dernières années? En tant qu'entrepreneur, on a forcément plein de moments difficiles. Après, au bout d'un moment, les moments difficiles, on les considère pas vraiment comme difficiles. On se dit ça fait partie du jeu. La vraie situation difficile en tant qu'entrepreneur, c'est plus quand dans la vie personnelle, on est un peu bousculé. Je me suis retrouvé, moi, à un moment à être aidant familial. Donc, du coup, à devoir passer un moment dans ma vie professionnelle à m'occuper de mes proches. Et donc ça a été difficile. C'est-à-dire que dans les moments en tant qu'entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, en fait, ça demande de se dédier à 100% à son entreprise. C'est un job total, quoi. C'est-à-dire que même si on essaye de mettre un peu des limites, même si on essaye de se protéger un peu pour protéger sa vie personnelle, c'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, oui, moi, je me suis retrouvé à un moment aidant familial, pour accompagner une personne proche de moi. Et donc, la difficulté, ça a été là, parce que tout à coup, quand dans sa vie personnelle, on fait face à une situation compliquée et qu'en même temps, on doit driver une boîte, ça, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis en tant qu'entrepreneur, on est peu aidé dans ces moments-là, en fait. Par exemple, quand on est dans une société et qu'on fait face à un moment personnel difficile, justement, il y a plein de choses qui existent. On parle aujourd'hui beaucoup de l'accompagnement des aidants familiaux. Il y a plein de sociétés, c'est très bien, qui mettent en place des dispositifs pour faire en sorte d'alléger un peu la charge de travail de leurs salariés qui font face à ces situations-là. Mais en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de solution, donc il faut arriver à gérer. Alors heureusement, justement, c'est le moment, moi j'ai une super équipe, j'ai eu un super associé, donc on est arrivé à s'en sortir. Mais oui, l'articulation entre le perso et le pro, en tant qu'entrepreneur, ça c'est compliqué quand on est chef d'entreprise. Et c'est un sujet qui est un peu tabou. Tous les chefs d'entreprise à qui j'ai parlé, vraiment, même si c'est un sujet un peu tabou, à un moment ou à un autre, on traverse tous une situation perso qui est un peu compliquée, et la capacité à faire face, elle est assez déterminante. Voilà, donc moi j'ai beaucoup appris à ce moment-là, et donc ça apprend à la fois à fixer ses limites, à gérer son stress, à gérer son énergie, à faire du mieux qu'on peut. Voilà, je m'en suis sorti, la situation est, voilà, je suis passé à autre chose maintenant, mais ça a été un moment apprenant, et certainement, oui, ça a été certainement un des moments les plus complexes à gérer de sa vie professionnelle. C'est aussi un exercice d'humilité. Je supporte pas les grands discours sur l'entrepreneuriat qui disent voilà, il y a des recettes, il y a des rituels, il y a des morning routines, enfin tout ce discours sur l'entrepreneuriat, il est un peu fake en fait. Voilà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un exercice d'humilité. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit là c'est bon, on tient quelque chose y en a plein en fait. Et en fait, c'est plein de petites choses. Après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous sensibles à des choses différentes. Par exemple, je pourrais me dire, il y a des moments où on gagne des grands contrats, ou alors il y a des dirigeants qui nous font confiance ou qui nous confient des projets stratégiques. Ça, forcément, c'est des super satisfactions. On se dit qu'on tient quelque chose. Mais il y a aussi plein de petites satisfactions du quotidien. Les satisfactions du quotidien, c'est que quand on voit que l'équipe qu'on a construite se plaît au travail, c'est pas tout le temps le cas, mais quand on voit que les gens sont contents d'être là, quand on voit qu'il y a de l'énergie, quand on voit qu'il y a des gens qui se développent, qui prennent du plaisir dans leur job, ouais, ça on se dit on tient un truc. Et puis comme je disais tout à l'heure, quand on aide des personnes sur des situations réelles, parfois c'est aider un manager à faire face à une situation un peu complexe avec son équipe, c'est aider une personne à rebondir professionnellement dans un moment un peu compliqué. Vous voyez, ces petits moments de satisfaction, ils sont hyper importants. Et parfois, c'est des petites choses. Voilà, parfois, c'est des toutes petites choses, mais qui donnent le sourire, qui donnent la pêche et qui font qu'on se dit, OK, toutes les difficultés qu'on a, finalement, c'est pas grave parce que on sait que quoi qu'il arrive,
on a un impact, même s'il est petit en fait, même s'il touche que quelques personnes, ça reste un impact positif. Et moi, c'est quand même ce qui me drive professionnellement, c'est de me dire, j'essaye d'avoir un impact positif. C'est pas toujours évident d'avoir un impact positif, hein, mais quand on y arrive, on est content. Bien sûr. Voilà. Et du coup, là, on arrive à peu près aux 5-6 ans d'Idoko. Ouais. Si tu devais projeter encore Idoko plus loin, qu'est-ce que tu nous dirais ? Qu'est-ce qui ferait que le pari serait réussi pour toi ? Je discutais récemment avec un ami qui est entrepreneur, alors dans un domaine complètement différent du mien, puisqu'il a monté une galerie d'art contemporain. Donc ça n'a rien à voir. Mais il est aussi entrepreneur dans l'art contemporain, et il me disait, en fait, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont une vision et qui accomplissent leur vision. C'est-à-dire ils ont une vision à très long terme et ils l'accomplissent. Et puis il y a des entrepreneurs qui construisent petit à petit en s'adaptant un peu aux situations, en s'adaptant aux opportunités et en essayant de tirer le maximum des situations présentes. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a un peu éclairé parce que je me suis dit, ah oui, je suis peut-être plutôt dans cette deuxième catégorie. J'ai un peu de mal à me projeter en 2030. Je ne sais pas ce que le monde sera en 2030. Et surtout, je me dis, l'aventure Idoko, elle est déjà réussie. On a déjà eu un impact positif, donc en soi, c'est réussi. Après, en 2030, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment de la société et du monde du travail qui est rude. Et on fait face à des transformations qui sont importantes. Donc moi, mon objectif, c'est de me dire que Idoko puisse être reconnu comme un acteur de confiance par les DRH, par les entreprises, pour accompagner les transformations du monde du travail dans le réel, dans le dur, c'est-à-dire pas juste dans les grands mots et dans les grandes théories, mais pour accompagner les salariés dans des transformations qui sont complexes, qui vont arriver encore plus avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc continuer à faire notre métier, à le faire bien, à avoir une équipe qui est épanouie et à être reconnu par nos clients. Voilà, je pense que c'est un peu... J'ai du mal à avoir une vision très précise de ce qu'on sera en 2030, parce que le monde en 2030, personne ne sait à quoi il ressemblera, quoi. Du coup, Arnaud, on parle d'Idoko, mais ça veut dire quoi, Idoko ? D'où vient ce nom ? En fait, c'est super compliqué de trouver un nom pour une société. Et au tout début d'Idoko, moi, je me suis retrouvé du coup à me dire, ok, il faut déposer des statuts, donc il faut avoir un nom de société. Et je n'avais pas du tout anticipé le fait qu'il fallait trouver un nom pour Idoko. Et donc j'ai commencé à chercher des noms. C'est super compliqué de trouver un nom pour une société. Tous les noms que j'ai trouvés, ils étaient déjà pris. Et donc je me rappelle vraiment dans mon expérience entrepreneuriale d'avoir passé une journée à chercher des noms. Je me suis complètement perdu, mais vraiment perdu. Je me rappelle à un moment, j'étais allé très loin. Je me rappelle que je cherchais des noms issus de la pop culture. Et donc j'étais sur des pages Wikipédia des planètes de Star Wars et de Star Trek en me disant, je sais pas pourquoi j'étais arrivé là, on a failli s'appeler Tatooine. Wow. Et en fait à ce moment-là je suis allé un peu trop loin. Et non, j'ai cherché aussi des noms dans les animés, j'aime bien les animés japonais. Et des noms de personnages, et du coup je me suis dit tiens, un mot japonais ça sonne bien, et je cherchais plutôt quelque chose avec une sonorité intéressante, et du coup j'ai cherché des noms comme ça. Je suis arrivé au nom Idoko, un peu en cherchant des syllabes, et surtout j'étais content parce que je me suis dit ok, ce nom n'est pas pris, donc ce nom est disponible, donc je suis arrivé à Idoko, et puis je me suis dit ça sonne bien, et donc j'ai déposé le nom Idoko, et peu de temps après, en fait, j'ai un ami japonais et je lui ai dit oui, je viens de créer une société, elle s'appelle Idoko, et il m'a dit mais en fait Arnaud, tu sais qu'Idoko c'est un mot en japonais. Et donc là moi j'ai eu un petit stress de me dire j'espère que c'est ok comme mot, et il m'a dit en fait c'est un vieux mot japonais qui veut dire adresse, maison, et il m'a dit c'est un peu le home, c'est-à-dire c'est l'endroit dont tu viens, c'est ton adresse, la maison de vacances dans laquelle tu te retrouves, et c'est un peu un lieu dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu te sens inspiré. Et donc c'était un peu la petite surprise de me dire ah mais en fait ce nom il est chouette, et du coup ça raconte une histoire, mais cette petite histoire je l'ai pas du tout identifiée avant, c'est-à-dire que c'est vraiment arrivé complètement par hasard avec cet ami qui me raconte ça, et je me suis dit bon bah super, j'ai mon pitch, donc maintenant quand les clients me demandent je raconte la signification du nom Idoko, mais personne sait qu'en fait c'est totalement un hasard, donc parfois la vie fait bien les choses. Et puis ça te fait une belle anecdote du coup à nous donner sur le nom. Oui, c'est ça. C'est parfois le storytelling se construit malgré soi. Merci beaucoup Arnaud. On parlait de sujets RH. Pour toi, est-ce qu'il y a des sujets RH qui sont encore sous-estimés aujourd'hui, dont on parle peu ou qui sont peu traités ? Il y a beaucoup de sujets
RH, aujourd'hui, alors on parle beaucoup de la santé mentale, mais je pense qu'il y a un sujet dont on parle peu ou pas assez, ou dont on ne réalise pas assez, c'est justement l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers, sur les emplois notamment, et sur les compétences. Aujourd'hui, l'IA, les personnes qui en parlent, c'est beaucoup des techs, c'est beaucoup des sociétés justement qui poussent ou qui cherchent à promouvoir l'intelligence artificielle. On voit tous les côtés positifs de l'IA, et il y a plein de côtés positifs. Aussi, il y a quand même des évaluations, des estimations qui font que l'IA peut détruire beaucoup d'emplois. Ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, avec le développement de l'IA ces prochaines années, on va voir beaucoup de mobilité, beaucoup de reconversion professionnelle, certainement des destructions d'emplois. Et le fait d'être dans une situation économique qui est quand même tendue, et en même temps l'IA qui arrive, en termes d'emploi, je pense qu'il risque d'y avoir des mouvements quand même assez conséquents ces prochaines années. Et avec des mouvements de reconversion professionnelle, je pense, assez importants. Je pense que l'emploi peut être un peu insécurisé dans plusieurs environnements. Alors, tout le monde dit, bien sûr, il y a des emplois qui vont être créés, bien sûr, les compétences vont évoluer, donc il ne faut pas avoir un regard trop négatif sur la situation, mais en même temps, le monde du travail et l'emploi va continuer à se transformer profondément. La manière dont on fait les métiers, tous les métiers sont en train de se transformer, et ces transformations vont se poursuivre, et vont se poursuivre de manière très forte. Donc oui, je pense que là-dessus, on manque certainement aujourd'hui un peu d'anticipation, et c'est pour ça que moi je dis, voilà, c'est important que les DRH puissent s'emparer du sujet, et pleinement s'emparer du sujet, pour pouvoir anticiper, parce que s'il faut anticiper, c'est anticiper aussi des reconversions, anticiper des programmes de formation, et je pense que ce sujet-là, il est central. Et puis la question de la santé mentale, elle reste quand même assez importante aujourd'hui, voilà, pour plein de raisons. Je pense que continuer à faire des entreprises, des safe places, c'est important. Les sujets de diversité et d'inclusion, j'allais dire, on n'en parle pas assez ou trop. Les gens considèrent que soit on en parle trop, soit on n'en parle pas assez. Je sais pas si on en parle forcément de la bonne manière, mais clairement, les questions de diversité et d'inclusion, ça reste des sujets importants. On a besoin que le monde de l'entreprise ressemble à ce qu'est la société française aujourd'hui, et on a besoin aussi de donner accès à des postes à responsabilité à plein de jeunes issus de la diversité, ou à plein de personnes qui font partie minorité. Et c'est important que ces personnes puissent se sentir bien dans les entreprises, qu'elles puissent être accompagnées. Et je pense que c'est un sujet où il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions, il y a beaucoup de communication. Dans le réel, est-ce qu'on progresse un peu? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander, Arnaud, sur peut-être l'entrepreneuriat ou sur divers sujets RH? En fait, je lis pas trop de livres sur l'entrepreneuriat. Parce que généralement, quand j'ouvre un livre sur l'entrepreneuriat, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Du coup, j'évite un peu ces discours sur l'entrepreneuriat. Et souvent, les livres sur l'entrepreneuriat, c'est écrit par des gens qui n'ont pas toujours une expérience très conséquente dans l'entrepreneuriat. C'est pas toujours, les meilleurs entrepreneurs sont pas toujours ceux qui ont écrit des livres. Et puis moi, je suis spécialiste pour acheter plein de livres. Et juste le fait de les acheter, ça me donne le sentiment de les avoir lus. Donc en fait, j'achète des livres, je les parcours pendant 10 minutes. Et voilà. Mais il y a un livre que je peux conseiller, qui est un super livre, qui est un livre d'une journaliste du Monde qui s'appelle Anne Chirol, qui a écrit un livre qui s'appelle Toi-même. Et elle a mené une étude hyper intéressante sur tous les stéréotypes issus des réseaux sociaux. C'est-à-dire tous les stéréotypes qu'on voit sur Instagram, sur TikTok. Et elle parle des tradwives, par exemple. Elle parle de tous ces stéréotypes issus des réseaux sociaux, et c'est hyper intéressant parce que ça permet de questionner à la fois les normes sociales, l'évolution des normes sociales actuelles. Ça questionne aussi beaucoup la question du genre, et quand on s'intéresse au genre et aux normes sociales, c'est une forme de décryptage de toutes les nouvelles normes sociales qui sont imposées ou développées par les réseaux sociaux. Et je le conseille aussi beaucoup pour des managers ou des dirigeants qui font plutôt partie des générations X, qui cherchent à comprendre un peu le monde des réseaux sociaux ou le monde de la Gen Z. Et c'est un livre qui est très intéressant pour comprendre justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, Toi-même de Anne Chirol. On parlait un petit peu de discours sur l'entrepreneuriat, et tu nous partageais le fait que tu n'étais pas forcément en phase. Pour toi, qu'est-ce qui ne va pas sur ces discours qui sont dits un peu communs? En fait, je pense que ce qui ne va pas sur le discours sur l'entrepreneuriat, c'est qu'on voit soit des entrepreneurs qui ont réussi et qui post-rationalisent leur parcours sur l'entrepreneuriat. Et puis on voit aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs avoir un discours sans forcément avoir l'expérience de l'entrepreneuriat. En fait, moi, je trouve qu'on est à un moment où on dévalorise beaucoup l'expérience.
Voilà, de manière générale, dans les ressources humaines, on dévalorise un peu, enfin, de manière générale, pas que dans les ressources humaines, dans notre société, on a tendance à dévaloriser l'expérience. L'entrepreneuriat, c'est un métier d'expérience. C'est intéressant d'écouter des entrepreneurs qui ont dirigé une boîte pendant 10 ou 15 ans. Parce que pendant 10 ou 15 ans, on a le temps de faire face à plein de difficultés, d'apprendre, de changer, de se transformer, de prendre un peu de recul. Je pense que ce qui est important dans le discours sur l'entrepreneuriat, c'est d'aller écouter des patrons de PME. Et d'aller écouter les patrons de PME dans l'artisanat. Moi, je vois des patrons de PME, que ce soit dans des entreprises de construction, que ce soit dans des entreprises dans la restauration. Tous ces entrepreneurs de PME, ils ont des histoires hyper intéressantes sur l'entrepreneuriat. Et parfois, on écoute un peu trop l'entrepreneuriat dans les startups et dans la tech. Alors, c'est très bien, mais c'est un entrepreneuriat spécifique parce que c'est un entrepreneuriat qui repose sur des levées de fonds. Donc, c'est une petite branche de l'entrepreneuriat. Le vrai entrepreneuriat en France, c'est le monde de l'artisanat, le monde des PME et le monde des patrons de PME. Et donc, allons écouter les entrepreneurs sur le terrain, les patrons de PME, qui font vivre aussi l'économie française, qui font face aux difficultés réelles du monde du travail, qui font tourner l'économie et qui ont souvent un discours beaucoup plus réaliste sur l'entrepreneuriat et qui font parfois des choses extrêmement intéressantes, y compris en termes de diversité, d'inclusion, de politique sociale, dans des conditions financières qui ne sont pas toujours évidentes. Merci Arnaud, parce que du coup, étant aussi fille d'entrepreneur, c'est vrai que ton discours fait beaucoup écho et c'est hyper important d'en parler et de mettre ces personnes-là aussi en lumière. On est dans Presque Confidentiel. Je vais forcément te poser la question qu'on pose toujours dans les podcasts. Est-ce que tu aurais peut-être une information presque confidentielle à partager avec nous ? En fait, c'est là où je me rends compte que vraiment cette question, elle est super difficile. C'est aussi le but de l'exercice, c'est bien de t'avoir aussi dans cette position-là. Ouais, l'information presque confidentielle, non, c'est que Idoko existe. C'est presque confidentiel. En fait, Idoko, c'est un cabinet qui est très suivi par ses clients. On a des clients qui nous font confiance dans la durée. Et donc moi, l'information presque confidentielle en tant qu'entrepreneur, je vais faire ma pub, je veux dire, allez voir, renseignez-vous sur Idoko, c'est une super boîte, c'est un très beau cabinet de conseil, on fait plein de trucs, donc venez nous voir, venez discuter avec nous et venez échanger avec nous. L'information presque confidentielle, c'est aussi pour s'adresser à des candidats potentiels. Voilà, l'information presque confidentielle, c'est de dire le conseil en ressources humaines, c'est un domaine qui est très intéressant en termes de développement. Il y a aussi des très belles carrières à faire dans la fonction RH. Je dis ça parce que le métier de DRH ne fait pas rêver, malheureusement. Les DRH n'ont pas toujours une très bonne image. Voilà, quand on regarde, y compris sur les réseaux sociaux, voilà, on a toujours une image du DRH qui est là pour licencier des gens ou qui est là pour annoncer des mauvaises nouvelles. En réalité, les DRH, ils ont un rôle hyper important dans les entreprises. Et des entreprises qui fonctionnent, qui se développent, qui sont performantes, ces entreprises qui ont à leur tête des équipes RH qui sont solides. Donc il faut investir sur les fonctions RH. Et l'information presque confidentielle que j'ai envie de dire, notamment aux étudiants, aux personnes qui se posent des questions sur l'orientation professionnelle, c'est considérer le fait de faire carrière dans la fonction RH, parce que c'est un métier très dur, c'est un métier où on se sent parfois un peu seul, c'est un métier où on fait face à beaucoup de complexité, mais c'est un métier qui, intellectuellement, humainement et relationnellement, est hyper épanouissant et hyper intéressant. Donc oui, on le voit par exemple parce que les jeunes qui sortent, par exemple, d'écoles de commerce, les filières RH, sont très peu demandées. Tu nous disais qu'aujourd'hui, les jeunes avaient un petit peu du mal à s'orienter vers les métiers des RH. Comment est-ce qu'on peut leur donner envie ? C'est une vaste question. Je pense que des métiers RH, c'est des métiers dans lesquels on peut trouver du sens. Alors, c'est des métiers qui sont complexes, mais bien faire son travail en tant que RH, ça permet d'aider les salariés à grandir dans leur job, à se sentir bien, à rebondir professionnellement. Donc, c'est des métiers qui ont du sens, on touche à l'humain, et c'est une super belle matière. Et il y a des besoins qui sont énormes aujourd'hui dans les entreprises en termes de ressources humaines. Ça, c'est un premier point. Et puis, c'est des métiers qui sont stratégiques. Par exemple, quand on parle de l'intelligence artificielle, anticiper l'arrivée de l'intelligence artificielle pour mettre en place des processus de mobilité, de formation, pour permettre aux gens de garder leur poste, de se reconvertir au sein de leur entreprise, c'est extrêmement stratégique. Donc quand on parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on est sur des thématiques qui sont intellectuellement vraiment intéressantes. Mettre en place, on a peu parlé du dialogue social, mais mettre en place des dispositifs de dialogue social avec les partenaires sociaux qui permettent de construire un dialogue social qui est sain, c'est
extrêmement intéressant et c'est très positif pour les entreprises d'arriver à construire un dialogue social qui est serein, qui est constructif et qui permet aussi de répondre aux attentes des salariés. Donc c'est un domaine de complexité, mais les gens qui ont envie d'avoir du sens dans leur métier, qui ont envie d'avoir un impact humain et qui ont envie de se confronter à des formes de complexité, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant en ressources humaines, c'est qu'il n'y a jamais une réponse absolue. Il y a toujours une nouvelle situation qui est un peu inattendue. Donc l'évaluation de la performance, elle est moins évidente que dans une fonction financière, par exemple. Mais justement, c'est aussi intéressant d'être dans un domaine où on apprend tous les jours. Merci beaucoup Arnaud pour Merci à cet toi, entretien et pour toute ta transparence sur ces sujets. C'est toujours hyper précieux d'avoir un peu les coulisses du projet IDOCO, puisque même en tant que collègue, j'avais besoin d'avoir ton retour d'expérience. Et puis j'espère que cet épisode il permettra aussi de faire connaître IDOCO et de promouvoir un petit peu l'agence RH. Merci beaucoup Dina. Merci à toi Arnaud.